Bonjour et bienvenue au Forum des images. Et merci d'être si nombreux d'abord pour fêter ces 30 ans. Vous voyez que depuis le début de la semaine, nous fêtons les 30 ans du Forum des images avec beaucoup de réalisateurs qui sont déjà venus ici. On peut penser à Bertrand Bonello, Nicolas Philibert. Enfin voilà, il y en aura encore d'autres dans les prochains jours. Et là, vous êtes ici pour une table ronde consacrée à quelqu'un qui est cher au cœur du forum, j'ai envie de dire, en tout cas depuis que nous l'avons rencontré il y a 3 jours, quasiment. Mais bon. Mais on voulait avoir aussi, au-delà des réalisateurs pour qui le forum a compté et pour qui, et les réalisateurs qui sont chers au cœur du forum, aussi des visages peut-être qui incarnent cette jeunesse du cinéma français. Et donc Adèle Haenel nous est tout de suite venue à l'esprit et on est très heureux qu'elle ait accepté en tout cas de participer à ce week-end spécial construit autour d'elle, autour de toute cette semaine, et donc pour cette table ronde aujourd'hui même. Donc pour m'accompagner dans cette table ronde, je vais les appeler. Et pour entourer Adèle, il y aura donc Léa Fener, qu'on peut applaudir. Céline Sciamma. Thomas Caillet. Peut-être là ou là. On a l'impression d'être dans une équipe de foot. Voilà. Et bien sûr, sans que cette table ronde n'aurait pas lieu sans Adèle Haenel. Voilà, merci. Pour rendre un parapluie, d'abord, pour commencer, on va le faire, on va rendre le parapluie, comme ça sera plus simple. Mais non, tout simplement, peut-être pour commencer, donc on va organiser cette conversation. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez aussi échanger en fin de séance avec Adèle et nos invités, et qu'on parcourt un petit peu à la fois l'œuvre d'Adèle et aussi la manière dont vous avez collaboré ensemble et dont est né dont sont nées vos diverses collaborations. Mais peut-être avant, parce que tout le monde ne sait peut-être pas qu'il y a eu aussi un avant naissance des pieuvres, dont on va parler tout à l'heure et que vous avez pu revoir hier soir. Le grand public, c'est vrai, en tout cas, a eu peut-être l'impression d'avoir la naissance d'une actrice avec Naissance des pieuvres, mais il y avait eu quelques années plus tôt Les Diables de Christophe Ruggia. Vous étiez âgé de, je crois, 11-12 ans, en tout cas, donc c'est assez rare de commencer si tôt. Alors peut-être de nous dire comment vous en êtes d'abord arrivé à ce tournage des Diables, et est-ce que voilà, c'était déjà, quand on dit une jeune fille, une volonté de faire du cinéma ou de faire du théâtre, ou c'est quelque chose qui vous tombe dessus comme ça? Quel a été votre parcours avant d'arriver professionnel, bien sûr? Oui. Okay. Bon, déjà, merci d'être venu. Enfin, ça me touche vachement, je pense, au nom de tout le monde. On est content que vous soyez là et puis que vous soyez nombreux aussi, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai oublié la question? Non, si, en fait, pour commencer, moi, j'ai été repérée dans ce qui s'appelle un casting sauvage. Donc, c'est-à-dire, il y a une femme qui va dans la rue, enfin une casting qui va dans la rue et qui dit aux enfants, qui repère les enfants à la tête et qui leur dit d'aller passer le casting. Moi, c'était mon frère qui avait été repéré dans un collège et j'ai été, parce que mon père m'a dit, parce que je faisais du théâtre, et mon père m'a dit accompagne-le, il y a un rôle de fille, et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Après, au niveau du désir d'être actrice, je sais pas trop, j'avais pas vraiment. C'était pas formulé comme ça dans ma tête. Déjà, je faisais pas le lien entre le cinéma et le fait que des gens faisaient du cinéma. Donc, je savais pas que c'était possible de fait de jouer dans un film. En revanche, moi, j'ai commencé le théâtre vraiment très tôt. Et après un an où j'ai rien compris parce que quand j'étais trop petite et je comprenais pas du tout le concept de théâtre, je me suis mis à vraiment adorer ça. Voilà. Donc, j'en ai fait un peu tout le temps, genre après les cours à l'école ou dans les sortes de MJC du coin. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et il y a eu avant Naissance. Oui. Et donc ce film-là s'appelle Les Diables, oui. qui est un film que j'ai fait quand j'avais 12 ans. Et en fait, quand j'ai passé le casting, et le rôle était un peu particulier parce que c'est un rôle muet en fait, d'une petite fille autiste. Et donc il y avait pas mal de compositions liées à l'engagement physique. Hein, parce que, bon. Et c'est un peu difficile de décrire le film pour ceux qui l'ont pas vu, mais pour ceux qui l'ont vu, c'est peut-être plus évident. Voilà. Et donc en fait, on a préparé le film pendant, je crois, 9 mois au préalable, où on faisait tous les week-ends et puis parfois les vacances aussi et tout ça. Et c'était un travail qui était énormément basé sur
une forme de lâcher prise et sur l'intensité des émotions. Je dirais que c'était ça l'enjeu principal à ce moment-là, convoquer les émotions et arriver dans des niveaux d'intensité extrêmes. Voilà. Avant de peut-être d'en arriver à Naissance des pieuvres aussi, j'ai failli à mon devoir. Je ne vous ai pas présenté, en fait. Quand même, on peut présenter aussi nos invités. Donc, Léa Fener, simplement, va vous dire que le film... Oui, alors, chacun se passe le micro, il manque un micro. Mais Adèle, vous pouvez en garder un, voilà, pour vous seul. Simplement, donc, Léa Fener, donc, on a pu voir ici Les Ogres, dont on reparlera tout à l'heure. Vous avez tous les trois d'ailleurs fait la Fémis, j'ai l'impression. Enfin, tous les trois, bon, c'est pas une tare d'ailleurs, c'est juste une remarque. Donc en 2009, vous aviez réalisé qu'un seul tienne, je regarde mes notes parce que j'ai toujours du mal à me souvenir de ce titre, qu'un seul tienne et les autres suivront, qui est pourtant un très, très beau titre. Et ensuite, donc en 2016, Les Ogres, donc avec Adèle Haenel, et on verra justement tout un effet de troupe et de groupe. C'est à la fois le sujet du film, la manière dont vous l'avez fait. Céline Sciamma, hier on a pu revoir Naissance des pieuvres, donc prix Louis Deluc également du meilleur premier film, comme le film de Léa, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, pour le premier. Donc il y a eu Tomboy, ensuite évidemment Bande de filles, et donc on verra avec Naissance des pieuvres la manière dont vous avez fait naître ou renaître peut-être Adèle Haenel. C'était quand même un vrai début, Naissance des pieuvres. Oui, en tout cas, beaucoup d'ailleurs ont l'impression que c'est votre premier film, en tout cas quand on reparle de votre carrière. Et Thomas Caillet, un long métrage avec Adèle, premier long métrage, César du meilleur premier film. Voilà, à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, c'était aussi un moment aussi important. Je me souviens avoir été dans la salle et c'est l'une de mes séances. On en reparlera justement de cette idée de comédie, justement, enfin, de cette idée de ce genre, en tout cas de la comédie. Et voilà, c'est une séance où rarement j'ai autant ri, moi, à Cannes, ce qui est rare de rire à Cannes, il faut bien le dire, parfois. En tout cas, pas rare, mais bon, je veux dire que la comédie n'est pas forcément le genre qui prime dans les sélections. Et voilà, donc c'était simplement, en tout cas, pour vous présenter. On parlait de directeurs et de directrices de casting tout à l'heure. On a j'ai un petit extrait avant de commencer de parler de Naissance des pieuvres peut-être. On va voir simplement l'extrait numéro 1 que vous allez reconnaître tout de suite. Voilà. Bon, t'es une bonne sportive, Adèle Haenel. Ah oui. Ouais, je fais de la natation, ça fait 2 ans. 2 ans seulement? Non, ça fait un peu plus, mais j'ai arrêté. Là, je le passe pour le bac, la natation. Ah d'accord, mais bon, t'as toujours fait du sport, toi. Ouais, j'ai toujours fait du sport, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait du judo, après j'ai fait un peu de danse, j'ai fait du ping-pong, enfin j'ai fait plein de trucs. Du pipeau? Du ping-pong. Ah. J'ai tennis de table. Bon, alors je me demandais si ça allait vous faire plaisir de revoir ça, mais en tout cas, c'était pour parler de ce moment où c'est le casting. Alors, je ne sais pas à quel moment là ces images-là interviennent. C'est pas frappant quand même. Enfin, ce que je dis est un peu. Qu'est-ce qui n'est pas frappant? Ouais, c'est marrant, je trouve, parce qu'au final, je crois que je suis toujours aussi mal à l'aise, un petit peu moins, mais peut-être j'ai. Bon, si, ouais. Alors, qui est derrière la caméra là? C'est Christelle Barras. C'est Christelle Barras qui était. Qui était déjà, alors je ne sais pas si on dit directrice de casting ou chercheuse de talent, de rôle en tout cas, qui était déjà celle qui vous avait découverte pour Les Diables. Et 6 ans après, donc, elle est encore là pour Naissance des pieuvres. Elle recycle. Oui, elle recycle. Ouais. Non, mais 6 ans en plus, 6 ans sans film, donc c'est une très bonne mémoire. C'est un peu moins. Non, mais après, parce que c'est une rencontre particulière avec Christelle, enfin, Céline, elle peut en parler aussi, parce que bon, je ne veux pas me lancer dans une analyse du milieu des castings parisiens, mais on peut dire que Christelle est vraiment très singulière dans son genre. Elle est toujours à rouler en Clio et à fumer 45 cigarettes en criant sur tout le monde. Et en fait, elle a la particularité aussi d'habiter à Montreuil, ce qui n'est peut-être pas une particularité, mais un dénominateur commun chez les intermittents. Mais quoi qu'il en soit, moi je viens de Montreuil à la base, et c'est vrai que bon, j'ai brossé comme ça rapidement parce que je suis un peu intimidée, ça, au début, je suis un peu voilà. Mais la rencontre sur Les Diables avait été assez marquante. Enfin, moi, je me rappelle que ça a vraiment été une des décisions, je ne saurais pas expliquer ça autrement, que j'ai prise, la première décision que j'ai prise presque dans ma vie, quoi, de vraiment essayer de réussir ce casting. Et
Bon, vous avez peut-être pas des images de ce casting-là, non? Non, dans Non. des diables, non. Ouf. Et là, donc, je veux dire, on a eu un lien assez fort et je sais qu'elle m'avait tout le temps suivi en fait. Même si voilà, il y a eu tout ce temps qui est passé parce que moi quand j'avais 12 ans, donc il fallait quand même, je sais pas comment dire, faire sa vie d'enfant quoi et pas écumer les castings. Surtout que quand on est enfant, les castings c'est vraiment genre pour jouer des enfants juifs et tout ça, c'est insupportable. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre ça, mais au bout d'un moment, Pardon. Non mais vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas antisémite ce que je viens de dire. Il n'y a Bref. pas beaucoup de rôles d'enfants pour le cinéma. Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours les trucs qui se passent en 40 et tout, en sépia. C'est un peu chiant. Et donc j'avais arrêté de passer des castings parce que le côté industriel, ça m'avait un peu blessée. Et puis voilà. Et donc sur Naissance des pieuvres, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle me recroise. J'arrive même plus à savoir quelle est ma vraie histoire. Parce que j'ai tellement dit n'importe quoi à ce sujet, mais si j'étais dans une manif ou à une fête, je sais plus. CPE, les manifs. Ah, c'est Les ça. manifs Mais je crois contre que le CPE. ouais. Et en fait, elle m'a dit tu veux pas venir passer un casting pour un film? Et c'est comme ça que j'ai recommencé en fait. Et j'ai passé un casting pour un autre film avant qui s'appelait Tel père, telle fille, je crois. Enfin, je sais plus, un truc vaguement. Oui, adapté de Virginie Despentes. Absolument. Et en fait, dans la foulée, j'ai passé le casting de Naissance des pieuvres. Et en fait, là, c'est vraiment, on s'est rencontrés aux premiers essais, quoi. T'es même pas, enfin, vous n'avez rien vu en fait, je crois, non? Non, oui, moi, quand j'ai rencontré ma directrice, cette personne qui est devenue ma directrice de casting, elle passait elle-même un casting, c'est-à-dire que je l'ai rencontrée parmi d'autres directeurs de casting. Elle m'a dit, je ne sais pas si je ferai le film ou non, mais je peux te dire que j'ai le rôle pour ce personnage, et ce rôle, c'est une jeune fille qui s'appelle Adèle. Et donc, elle avait cette espèce de vision dès le départ. Et sauf que moi, j'étais partie sur un biais où je voulais une vraie nageuse de natation synchronisée. Parce que j'étais stupide, parce que c'était mon premier film, et que je me disais, je vais prendre une vraie sportive. Et je me disais, une fille qui aura vécu ça, elle pourra sans doute le retranscrire à l'écran. Et que j'étais un peu obsédée par ce détail de comment faire, enfin, comment représenter une sportive. C'est quand même assez athlétique, la natation synchronisée. Je me disais, j'avais commencé un peu à traîner dans ce milieu, comme Gilles Lelouch 10 ans plus tard. Et big up. Et du coup, je me suis dit, il faut que ce soit des nageuses. Et Christelle Barras m'a dit, ça marche jamais les sportifs au cinéma. Elle m'a dit, c'est comme les acteurs porno, ils savent pas jouer et tout ça. Et du coup, elle s'est filmée en fait. Je vous oublié. Oui, non, je rappelle que ce film est en fait. Voilà, ok. Et vous avez signé. En fait. Voilà, et j'ai signé, on a tous signé, sauf Thomas, je crois. Thomas est plus prudent en général. Ouais, d'accord, parfait. Et du coup, j'ai d'abord vu quelques nageuses et j'ai compris ce qu'elle me disait. Et ensuite, j'ai vu Adèle. Ce jour-là, j'ai juste vu la vidéo des essais et en fait, j'ai vu personne d'autre. Je l'ai choisi. Alors parce que c'était une forme d'apparition, c'est certain, et aussi parce que j'avais confiance en ma collaboratrice, ces directeurs de casting qui sont en fait des responsables de distribution artistique, et qu'en fait j'ai senti que toute la confiance qu'elle avait en Adèle était forcément légitime parce qu'elle était très nourrie. Et puis surtout, j'ai senti une très grande intelligence. Voilà, mais c'est rare dans un casting pour des jeunes adolescentes, casting dit sauvage. Généralement, on raconte j'en ai vu 1500, j'en ai vu 200, etc. Bon, moi, j'en ai vu une. Et c'était la bonne. Et voilà, mais c'est une décision d'en voir qu'une. Je veux dire, c'est pas le destin, quoi. Et donc voilà, il y a eu dès le départ une espèce de notion de grande confiance comme ça et de décider d'écrire du coup quelque chose à partir de quelqu'un qu'on rencontre à peine. Donc à l'époque, vous n'aviez pas vu les Diables encore. Enfin, c'était la J'avais première pas vu les rencontre. Diables, je l'ai vu des années après. Et vous, Léa et Thomas, est-ce que vous vous souvenez, petite parenthèse, peut-être le premier moment de votre rencontre avec Adèle Haenel, en tout cas le premier moment où vous découvrez cette actrice avant de travailler même avec elle? Le premier moment où je l'ai vue au cinéma ou à l'écran, oui. Est-ce que vous avez un souvenir de ça? J'ai un souvenir de Naissance des pieuvres et j'ai un souvenir des Diables. Après, je ne sais plus exactement à quel moment je les ai vus. Est-ce que qu'est-ce que ça détermine? Parce que ça détermine le choix de. Ouais, après, je pense que ça dépend de chacun. En l'occurrence, je pense très peu aux acteurs quand j'écris, moi personnellement. Donc, le personnage que j'ai plus tard confié à Adèle
avait été écrit comme ça, dans un idéal abstrait, quoi, dans un idéal abstrait de personnage. Par contre, je me souviens très bien du moment où Adèle est rentrée dans la pièce. Ouais, enfin, je me souviens aussi comment elle est venue jusqu'à cette pièce-là. C'est-à-dire que, pareil, enfin, comme Céline, je veux dire, t'as pris le métro. Non, c'est pas ça. Il y a une question de confiance qu'on donne à un directeur de casting. Moi, en l'occurrence, c'était Stéphane Battu. Et ce que j'avais vraiment apprécié chez lui, c'est qu'il me disait il ne faut pas qu'on cherche des personnages, il faut qu'on cherche à rencontrer des personnes. Et c'est un truc qui avait vraiment résonné, parce que je m'étais dit, effectivement, j'ai pas non plus 15 000 rôles à remplir, donc on va prendre du temps pour le faire. Et plutôt que de recevoir des vidéos ou de faire passer des gens en leur donnant même des scènes du film, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait vraiment du temps. On avait décidé de passer beaucoup de temps avec chaque personne pour essayer de comprendre qui ils étaient, etc. Il se trouve que pour le personnage de Madeleine, la première idée que j'avais moi, c'était rencontrer Adèle. Quand j'en ai discuté avec Stéphane, il me disait bah, ça tombe bien, je crois que j'avais eu la même idée. Donc on a fait venir Adèle. Et en 2 minutes, dans lesquelles j'ai absolument d'ailleurs rien compris, parce que tu as beaucoup parlé, mais comme on le voit depuis tout à l'heure, Ouais. On on peut peut ne rien comprendre. Ouais. voilà, et ça c'est un truc qui me plaisait, parce que je me disais, il y a un accès direct à cette personne, sans comprendre exactement quels sont ses motifs, quoi. Qu'on est, Mais j'étais assez énervée quand on s'est rencontrés. Oui, après aussi. Après aussi. Non, il y avait je sais pas, on a parlé de beaucoup de choses. Moi, ce qui m'avait plu surtout, c'est que, je lui ai posé une question qui était en rapport avec le personnage qu'elle incarne par la suite, qui était, voilà, qu'est-ce qui se passe. La question, je sais plus comment elle était exactement formulée, mais en gros, essaie de te souvenir d'un moment dans ta vie où tu as pris une décision radicale. Voilà, parle-nous de ce moment où tu as pris cette décision-là. Essaie de te souvenir de l'endroit où c'était, du lieu où c'était, souviens-toi de ce qu'il y avait sur les murs, etc. Donc on essaie de nourrir ça, et Adèle nous regarde et nous dit en fait ce moment-là il n'existe pas, parce que quand je décide un truc je suis déjà en train de le faire, quoi. et là je me suis dit ouais, là c'est un peu plus qu'une bonne réponse, parce que ça remplit une case qui n'était pas encore complètement écrite au scénario. C'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas d'espace entre la décision et l'action. Le personnage est d'abord en mouvement, il est d'abord déjà en train d'avancer, et ça m'a déjà énormément aidé sur le choix de l'actrice, parce qu'en 2 minutes c'était résolu. Je me suis dit ok, on peut appeler les autres en leur disant limite de pas venir, c'est fait. Et ensuite on va pouvoir aussi réécrire en vue du tournage pour que ce soit pour rapprocher le personnage de ce que je viens de voir. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'une apparition à ce moment-là. Ouais. Léa, peut-être. Donc moi, c'est une histoire un peu différente, comme à chaque fois, parce que le film, son personnage principal, c'est une troupe. Donc là, vous avez un film où il y a 3 personnages principaux, un film où il y a 2 personnages principaux, où il y a une concentration comme ça extrême sur une rencontre, ce qui a été aussi notre cas. Mais moi, il y avait l'idée d'une troupe avec cette particularité où j'allais embarquer dans une troupe des gens qui avaient vécu l'histoire qui était représentée à l'écran, des gens qui allaient vivre, qui allaient représenter leur propre personnage. Et en même temps, j'avais vraiment à cœur dès le départ de l'écriture de ce projet-là, de créer une espèce de chose comme ça existe sur les troupes de théâtre. Il y a les historiques, les gens qui sont là depuis 30 ans, puis les gens qu'on rencontre sur le bord du chemin, les histoires d'amour, enfin quelque chose de très mouvant, très cyclique. Et c'est aussi Sarah Tepper et Leïla Fournier, mes directrices de casting, qui m'ont parlé d'Adèle, que j'estimais énormément déjà avec ce que j'avais vu dans son travail sur La naissance des pieuvres et sur Les diables, et aussi sur le film d'Elie Wajman, qui était déjà sorti. Alia, oui. Alia, voilà. Et moi, au départ, c'était presque un peu peur que quelqu'un qui ait déjà une place, un rayonnement et un éclat très fort dans le cinéma puisse détonner dans cette bande. Et on a fait une rencontre totalement informelle à la terrasse d'un café pour contrer ce premier sentiment. Et moi, c'était un personnage, Adèle, le personnage qu'elle joue dans mon film, qui s'est toujours appelé La Gamine sur le scénario. Il n'a jamais eu un prénom, il s'est toujours appelé La Gamine. Et il avait un mélange pour nous assez paradoxal de grande maturité et d'enfance, de brutalité et de solaire. Il devait être capable d'embarquer le personnage de son compagnon qui était dans des histoires de deuil, de dire « un s'en fout la mort », quoi.
J'en ai rien à faire de ton deuil, j'en ai rien à faire de ce qui se passe, mais c'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est au contraire parce que je t'aime, et puis hop, on va aller loin et on va continuer ensemble. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais l'énergie que tu es capable de communiquer a tout de suite donné un prénom, un nom à ce personnage qui s'appelait juste la gamine. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, c'était une évidence, même un peu paradoxal, parce qu'on n'avait pas ton conjoint et qu'on t'a fait un peu traîner parce que... Attends, j'ai passé plein de castings. J'ai passé vraiment 4 ou 5 et au bout d'un moment j'ai dit bon ça suffit, il va falloir décider. Pour le rôle, casting pour le rôle, ouais. Pour son film Ah, d'accord. allemand, là, c'est pas vrai. Oui, mais si, mais c'était pour caster l'autre, c'est-à-dire l'homme. Ouais. Il y avait quelque chose de paradoxal qui était que j'avais l'évidence d'Adèle et qu'il fallait que je trouve l'homme qui allait faire son conjoint et monsieur déloyal dans le film. Et alors que dans mon a priori de départ de casting, les choses devaient se passer dans le sens inverse. Voilà. Mais en même temps, c'était déterminant et c'était parfait. Et surtout, une des premières choses qui pour moi a été très importante, c'est dans la rencontre avec Adèle de me rendre compte que cette question, que c'était une saltimbanque comme les autres que j'allais embarquer dans l'histoire. Voilà. Que son goût, c'était celui du collectif, du projet. Pas du rôle, qu'elle avait envie, au contraire, qu'elle en avait. Je lui ai dit, c'est une des premières choses que j'ai dit, tu as passé un temps dingue à être au 3e, au 4e plan. C'est même, évidemment, c'était même pas quelque chose qui rentrait dans tes critères de choix une seconde. Et pour moi, c'était déterminant. Parce qu'évidemment, on peut avoir des a priori sur des personnes qu'on ne connaît pas et sur des rapports qu'on peut avoir les comédiens à la caméra. Et moi, j'avais envie de créer un flux, une troupe. Et en la voyant arriver ce jour-là, c'était évident qu'elle pouvait faire partie de cette bande. Voilà. Confirmer Si tout après je t'ai Non, pardon. Même si après je t'ai épuisé sur 4 questions. Non, mais après c'est vrai qu'on va développer après sur les films. Oui, bien sûr. Pas moi, trop. Mais on va justement voir un premier extrait de Naissance des pieuvres, un extrait de Naissance des pieuvres. Céline, vous aviez une belle phrase dans une interview qui parlait de l'injuste miracle de la photogénie au sujet d'Adèle Haenel, et on va voir peut-être ce que ça veut dire avec cette première séquence. On en reparle après. L'injuste miracle de la photogénie. Quoi? Je t'ai vu l'autre jour au spectacle. C'était très beau. Ah ouais? Beau comment? J'aimerais bien faire l'entraînement. T'as un chewing-gum? Faudrait que quelqu'un me fasse entrer. Ça va? Est-ce que j'ai plus de la gueule? Sûr? Bon, il s'agit de la première véritable rencontre, en tout cas, où les deux personnages se parlent. Donc, je précise simplement que c'est extrait d'un DVD, donc ça ne respecte pas forcément la beauté aussi du film que l'on a pu revoir hier en 35 mm, ça c'était important. Peut-être une réaction sur on a l'impression que vous filmez littéralement une apparition, une apparition au cinéma, une apparition dans les yeux du personnage principal, on va dire, qui est Pauline, c'est ça, hein, donc peut-être une réaction sur cette scène en particulier et sur le nom du personnage, oui, c'est Marie, peut-être, oui.
Oui, c'est la première fois dans le film qu'apparaît, qu'on entend la voix déjà du personnage d'Adèle. Le personnage s'appelle Floriane. Et avant, elle a toujours été vue dans des situations un peu spectaculaires. Enfin, elle est sortie de l'eau dans un spectacle de natation synchronisé. Elle a été... Et là, c'est la première fois qu'elle... Oui, c'est la tentative du pacte faustien entre les deux personnages qui échoue. Pour le moment, il y a du délai. Mais moi, j'ai revu le film hier et je ne l'avais pas revu depuis très, très, très longtemps. Et ce qui m'a marqué, c'est à quel point, à l'époque... moi, j'avais vraiment envie d'en faire un personnage de femme fatale et avec une charge comme ça, une très grande féminité qui est pas... qui ensuite... ça me marque à quel point une actrice, ensuite, c'est aussi la façon dont elle s'engage dans les rôles, mais aussi dans la vie, dans ses interviews, dans ses prises de parole, dans la façon qu'elle a de bouger, à quel point elle est on l'a tous raconté, en fait, à quel point c'est la proposition qu'elle est dans la vie, son intelligence, son regard sur le monde, sa façon d'entrer dans la pièce, et comment ça, ensuite, ça façonne nos écritures, et comment là, à l'époque... tout était possible, y compris l'idée que c'était Sharon Stone, Adèle Haenel. Parce que moi, c'était ça ma référence. Mais ouais, moi, ma référence, c'est Basic Instinct, la scène de la boîte de nuit. Et comment ensuite Adèle a écrit, en collaboration avec les auteurs avec qui elle a travaillé, en collaboration avec la presse française aussi, en collaboration avec vous, au final. L'idée d'une féminité différente, transgressive, l'idée aussi et que comment un discours et comment aussi une jeune fille qui grandit et qui se positionne dans le monde, et ben finalement elle influence. Quand on dit que les comédiens influencent la représentation au même titre que les auteurs, c'est aussi c'est aussi la façon qu'ils ont de bouger, etc. Et de penser le monde. Et là, en fait, ce qui me frappe, c'est à quel point du coup, c'est très éloigné d'elle et très éloigné de qui elle était, mais il y avait cette liberté-là aussi de le penser. C'est-à-dire, c'est marrant, je fais le chemin à l'envers. Du coup. C'est aussi que dans Naissance des pieuvres, je me rappelle quand on faisait des débats à l'époque, on disait beaucoup, en fin de compte, on est parti de figures un peu schématiques, comme dans le cinéma américain, genre la belle, celle qui enlève ses lunettes et la qui pom-pom devient jolie, girl, etc. ouais, bien sûr. Et je pense dans la collaboration avec Céline, il y avait quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'avais moins qu'après, moins que quand on a pu travailler ensemble, ou encore moins que maintenant. Pour moi, c'était vraiment mon rôle, c'était juste être une image, quoi, de ce que le réalisateur voulait. Je me sentais pas du tout capable de faire quoi que ce soit d'autre. Je sais pas comment dire ça. Du coup, la collaboration, finalement, elle était plus claire. Elle a été genre, toi tu réalises et moi je joue ce qu'on m'a dit de jouer. Voilà. Et je commence pas à la ramener pour savoir exactement quel est l'enjeu de la scène et tout ça. Ce que j'ai pu plus faire après. Oui, mais en même temps, on avait quand même travaillé beaucoup en amont et il y avait une connivence politique sur ce que le film racontait, y compris le fait de partir d'archétypes pour les dévoyer, le fait de créer une convention de lecture pour les spectateurs d'un teen movie, pour ensuite raconter les coulisses de chacun des personnages, c'est-à-dire qu'une femme fatale, en réalité, a ses raisons, et c'est-à-dire les coulisses de la femme fatale. Ce projet-là politique, et scène par scène, y compris dans des contrastes, parce que celle-là, c'est la première, donc c'est quasiment, on surjoue quasiment quelque chose qui est iconique. Cette connivence-là, on l'avait dans le projet global de ce qu'on racontait, mais en tout cas, du coup, il y avait une très grande radicalité de à quel point aussi on avait teint les cheveux en blond. Enfin, il y avait quelque chose comme ça qui s'est offert parce que c'était une invention commune, quand bien même on y participait à des degrés différents. Et c'est ça qui m'a marqué hier quand j'ai vu le film et qui m'a fait réfléchir. Et comment... Je fais des fins de réponses très ouvertes. Ouais. Et comment, du coup, alors c'est pas un premier film, c'est un second film pour vous, mais comment se passe, un premier film en tout cas en tant que... L'expérience, elle est vraiment tellement différente. Par rapport au premier film, Les Diables, je le mentionne parce que ça a été pour moi une expérience hyper forte, mais c'était quasiment une expérience mystique. Du coup, je vais vous laisser finir votre question parce que c'est. Je l'ai oublié, du coup, Alexandre. Non, je plaisante, mais j'allais. Mais dans le fait de, pour moi, c'était un vrai début, et puis en plus, c'était un début un peu, où j'avais un peu peur en fait. Dans Les Diables, il y avait quelque chose de la naïveté, de vraiment se jeter corps et âme dans la transcendance qui était demandée par le film.
Et dans le film de Céline, c'était déjà, j'avais déjà eu une sorte d'expérience mi-chaud, mi-froid de cinéma. Et donc, c'était plus délicat, en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais c'est vrai qu'au final, il y a aussi une naïveté, parce que pour passer à ce point de l'extérieur à l'intérieur d'un personnage, je veux dire, au final, c'est débile. C'est comme quand on regarde un dessin, on se dit, ah oui, c'est normal, la profondeur, elle est comme ça, mais ça se travaille vraiment, quoi, cet axe-là. Mais là, comment dire, il y a quasiment un changement de perspective à l'intérieur même du personnage. Je veux dire, d'un personnage en 2D, ça devient vraiment un personnage en 3D, voire carrément un truc, comment on appelle ça? Enfin bon, bref. Impressionniste, quoi. Je sais pas, ça change complètement le type de peinture. Enfin, peut-être c'est un peu trop vague ce que je dis, mais voilà. Mais donc, et ça, c'était vachement lié à la naïveté et au fait de croire que c'était possible et qu'un personnage n'avait pas à être une entité psychologique, mais avait vraiment rapport avec une œuvre d'art. Bon, là, c'est un peu plus développé que ce que je pensais à l'époque, mais ça a vraiment rapport avec une œuvre d'art. Et moi, quand j'entends parler souvent des comédiens qui essaient de savoir quel est le hors-champ de leur personnage, etc., moi, j'ai l'impression que c'est une erreur. Parce que finalement, en changeant de perspective, on change de type de peinture, et c'est ça dont il s'agit. Mais là, en l'occurrence, c'était lié à la naïveté. Voilà. Dans Naissance. Ouais. Enfin, en grande partie, il y avait aussi la collaboration avec Céline. Moi, j'étais de très grande naïveté aussi, donc c'est vraiment un film. Premier film. Non, c'est vrai. C'est un premier film. Oui, mais pas tous les premiers films, parce que moi, j'avais jamais fait de court métrage. Je pense que j'étais plus jeune que bien des jeunes gens. T'étais plus jeune que moi, je suis maintenant. Ouais, complètement. Je crois que j'étais dans une inconscience totale. C'est un geste. Du coup, c'est un geste qui a une pureté qui le rend même très radical, quoi. Il y a même c'est ce que je disais hier quand j'ai vu le film. Je me disais, mais il y a parce qu'on peut dire c'est naïf, mais du coup, il y a une très grande autorité dans la naïveté, en fait. C'est genre. On affirme beaucoup je le serais style. Je serais incapable de repenser les choses comme ça, ce qui est une très bonne nouvelle, mais c'est une très bonne nouvelle de plus être comme ça, et c'était une bonne nouvelle de l'être à l'époque, mais c'était une naïveté partagée, quoi. C'était vraiment un premier degré absolu. Mais on était sûr d'avoir raison, par contre. Mais ça, c'est un autre truc. Thomas, Léa, je ne sais pas si vous avez des réactions sur Naissance des pieuvres, votre souvenir peut-être du film, ou la manière dont vous l'avez appréhendé, ou si ça a compté, en tout cas, dans votre manière d'appréhender ensuite. C'est une question, voilà. Enfin, je veux dire, si vous avez une réaction, vous pouvez dire du mal. C'est une question piège, vous pouvez dire du mal ou du bien, mais. Il y a quand même pas mal de temps qui sépare Naissance des pieuvres des combattants et fortiori des ogres. Oui. Après, par rapport non, moi j'ai des espèces de flash, d'une impression de Vénus. Enfin, ce que tu racontais tout à l'heure sur la féminité, je trouve que c'est hyper pertinent et ça m'avait beaucoup troublée. Comment les personnages ont une première façade qui se fendit légèrement, comment on apprend à les aimer. Et puis, ça me plaît aussi cette naïveté-là parce qu'il y avait ça. Et il y avait mais dans le bon sens, c'est-à-dire que tout d'un coup, elles nous étaient propulsées dans la rétine. Ces trois jeunes filles, moi je me souviens aussi très, très fort des deux autres, avec énormément de tendresse, ce qui, par votre position égale dans la naïveté, n'était pas une position de surplomb, mais ça m'avait beaucoup touchée. Voilà. Et puis, de voir ces gamines patauger, essayer de surnager de leurs désirs, je me souviens de quelque chose d'assez flamboyant là-dessus. Ouais. Moi, le truc... je me souviens très bien que la sortie de Naissance des pieuvres, parce que je rentrais à la Fémis quand je l'ai vu, en fait, le film. Et alors, j'ai vu d'abord, effectivement, je me suis dit, c'est qui cette fille, en fait ? C'est qui Adèle Haenel vraiment, ça je me souviens très bien m'être dit ça. Et à côté de ça, il y avait un truc qui m'avait vraiment frappé dans le sens où j'étais content déjà d'entrer dans cette école parce que je savais que tu l'avais faite. Je me suis dit, tiens, ok, on peut sortir et faire ça, c'est bien. Parce qu'il y avait quelque chose d'anti-psychologique dans le film que j'aimais beaucoup, quoi. Quelque chose d'hyper... En fait, le film est très comportemental. En ça, il est peut-être un peu américain. Je sais pas, en tout cas il a un truc comme ça effectivement de jouer avec des archétypes, de proposer des figures, d'être traversé par des mouvements et de laisser du coup de la place à de la forme. Donc ça m'avait touché et je trouvais que effectivement cet âge, qui est en plus un âge qui est souvent regardé au cinéma de manière assez naturaliste,
Je parle de l'adolescence. Là, d'un coup, ça pouvait devenir un vrai objet de fiction au sens passionnant, quoi, voilà. On parlait tout à l'heure de la... Non mais merci, oui. Je mets 4 étoiles. Oui, 4 étoiles, voilà. Bien. On parlait tout à l'heure de photogénie, donc c'est toujours parfois la tarte à la crème, on ne sait pas, enfin la différence aussi qu'il peut y avoir entre le théâtre et le cinéma, il y a quelque chose qui se passe à l'écran, parfois ça ne se passe pas du tout. Et là c'est vrai, quand on lit quelques interviews de réalisateurs qui ont collaboré avec vous, que ce soit Bertrand Bonello ou Christophe Ruggia dès le début, parlent de ce visage qui d'un seul coup prend la lumière comme aucun autre, enfin en tout cas, voilà, qui prend vraiment la lumière. Et qu'est-ce que Céline, vous déclariez, c'est un juste miracle de la photogénie, encore je cite cette belle formule, mais c'est vrai que voilà, le cinéma c'est ça aussi, quelque chose se passe ou ne se passe pas, et il y a peut-être avec Adèle Haenel quelque chose qui se passe plus qu'ailleurs. Oui, alors après, en même temps, elle est très très belle dans la vie. Quoi, je veux dire, c'est un juste miracle de la photogénie. Mais parfois ça ne passe pas à l'écran, Oui, ou mais je inversement. veux dire, on Ouais. part pas non plus de. On parle pas de rien. Voilà, Ouais. je crois que on peut pas tout. C'est pas que de la magie. Il y a quand même un On truc. s'embarque dans un drôle de... Oui. Non, mais bon, il y a un truc qui est quand même là en place, quoi, dès le départ. Il y a une bonne base, on va dire. Non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, donc voilà. Bon, ouais, Adèle Haenel a de bonnes bases. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais après, oui. On avait parlé tout à l'heure d'un moment embarrassant, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-ci. C'est C'est fait comme ça, on est maintenant, tous c'est tranquilles. maintenant. Voilà. Mais, Non, mais je crois que moi, j'ai fait des essais caméra la semaine dernière. Là, c'est le moment où je reprends la main sur la conversation. Ouais, ensemble. Hein, faut pas Ensemble, préciser. oui, et où du coup, il y avait Adèle derrière la caméra. Et c'est pas juste une question de soudainement. Je connais son visage. C'est pas juste une question de quelque chose qui apparaît. C'est soudainement, il y a du jeu en fait. Soudainement, il y a déjà. Il y a déjà de la vie, il y a déjà du cinéma. C'est peut-être ça aussi le miracle de la photogénie. C'est quelque chose qui se réveille. Il y a quelque chose en plus, quoi. Et qui fait que c'est plus elle. Voilà. Et ça, oui, c'est un romantisme du cinéma qui est un peu toujours ce qu'on cherche, quoi, quand même. Au-delà de la question de beau ou pas beau, d'ailleurs. Mais et ça, je crois que ce truc il y a une énergie, quoi, en fait, qui apparaît direct, même si on fait des keylights, un truc un peu ingrat, où on teste des lumières, des bougies, des machins. On est au cinéma tout de suite, quoi. Même si tout le monde parle, si on commande tout, si on n'est même pas content de l'image qu'on a fabriquée, il y a quelque chose de l'ordre d'un décalage avec le réel, d'une énergie, de quelque chose qui transparaît, qui est assez inexplicable, et c'est ça qui est sans doute injuste, quoi. Ouais. Réponse un peu Vous foireuse, parlez mais- de décès donc parce que Adèle et Céline tournent leur prochain film Oui, ensemble, peut-être c'est ça, expliquer voilà. que ce que des essais caméra, Voilà. c'est quand on teste le matériel pour Oui. faire un film après. Donc voilà, donc on C'est cherche... ce qu'on te dit, mais en fait, on teste l'acteur. Hein. Ouais. Oui, c'est ce que... L'acteur et du matériel aussi, en même temps. L'acteur et le matériel. Ouais. Et je sais pas, Adèle, ça, est-ce que c'est quelque chose, enfin, au-delà de photogénie, beauté, etc., vous avez joué au théâtre également, et jouer au cinéma, c'est évidemment quelque chose de différent. À partir de comment on maîtrise ça, en fait, cette prise de la lumière, la caméra, jouer avec la caméra, jouer avec... Est-ce que c'est quelque chose qu'on maîtrise ou rien? Voilà, enfin, c'est... Non, mais en fin de compte, moi j'ai appris par le fait d'être sur des plateaux, donc je ne saurais pas dire ouais, je sais faire telle et telle chose, mais si je me retrouve à parler, bon là en l'occurrence c'est le cas, mais en détail je peux peut-être dire des choses. Bon, moi j'ai l'impression que je ne sais rien et que tout ce que je sais c'est une forme de, c'est des choses qui sur le moment jouent avec moi et une fois qu'elles se sont solidifiées jouent contre moi. Tout le savoir. C'est en fait une espèce de trouée, c'est un truc dynamique. Parce que si je sais, moi j'ai toujours peur, alors je ne sais pas ce qui est le cas pour les autres acteurs ou quoi, mais moi j'ai toujours peur d'être à nu en fait. Et donc la technique vient au moment où elle s'accumule comme une façon de ne pas être à nu et de maîtriser ce qui est assez jouissif par moment et qui peut servir le propos dans un certain nombre de films. Mais qui est aussi une façon de congeler, quoi. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais quelque chose comme ça. Tout à l'heure, je voulais juste rebondir sur la question de la photogénie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aucun concept global sur l'idée, mais
par rapport à la tienne, moi, l'effet que ça m'a fait, c'était l'inverse, c'était quelque chose qui ne se donnait pas et qui résistait et qui était photogénique parce qu'il résistait et parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui, dans notre regard sur les êtres, mais aussi au quotidien, s'aimante quand on a envie de regarder quelque chose qu'on n'arrive pas à percer. Et ce que je trouve très beau, c'est que tout d'un coup, ça lâche, et c'est évidemment le travail conjoint d'un réalisateur, des comédiens qui t'entourent et de toi, et il y a photogénie à cet endroit-là. Mais bizarrement, par une résistance, que tu ne... C'est pas quelque chose... mais voilà, c'est pas quelque chose que tu... Je sais pas si tu travailles. Je pense pas. Je pense que c'est la résistance de l'attention à ce qui t'entoure. Tu es en train de regarder et d'être là et d'être attentif. Et donc, tu n'es pas en train d'offrir et de te donner. Et bizarrement, c'est ça qui, pour moi, fait, chez les acteurs que j'apprécie, la photogénie. Oui. Je ne sais pas si ça te parle. Si. Hyper bien. Ouais. Non, mais ce qu'il y a de beau, quasiment, pour finir sur cette question de la photogénie, c'est que l'histoire même de la naissance des pieuvres, si on pouvait écrire après la biographie d'Adèle Haenel, c'est que tout ce qu'il y a dans Naissance des pieuvres, donc cette création d'une image peut-être parfaite, d'une beauté qui va petit à petit trouver des failles ou trouver une personnalité plus profonde, c'est l'histoire ensuite de la carrière d'Adèle. Enfin, je veux dire, en tout cas, il y a une image première, photogénie, et après, je ne sais pas appeler carrière, œuvre, enfin, voyons, soyons fous pour le moment, on peut, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, Oui, c'est quelque chose qui se crée. Peut-être que c'était pour un premier film, disons-le comme ça, c'était un bonheur, quoi, d'avoir ce rôle et cette première image qu'après on peut retravailler et non pas dégrader, mais en tout cas vous découvrir, vous, quelque chose qui ressemble. Ouais, si, je suis d'accord. Je pense que c'est vachement aussi lié à Céline, parce que Oui. même dans la vie, on a avancé de concert, quoi. Et à la fois, on a créé cette image de base ultra lisse, et en même temps, c'est notre collaboration qui a fait que, par la suite, je sais pas dans quelle mesure, voilà, faut dire, mais c'est notre collaboration et notre amitié, plus que ça même, notre relation, en fait, qui a fait que j'ai fait les films que j'ai fait, quoi. Enfin, je sais que c'est ça qui m'a fait une colonne vertébrale dans la vie, de penser et même dans mon rapport à l'art, quoi. Donc voilà. Mais on va voir. Non, mais oui. Ouais, faut le dire, c'est Bah vrai. oui, il faut le dire. On va voir un deuxième extrait, peut-être. Enfin, pas peut-être, on va voir un deuxième extrait. Je ne sais pas pourquoi je dis peut-être. Sont les ogres. Comme ça, on va pouvoir continuer la conversation. Donc, c'est l'extrait numéro 3. Alors, je précise... Bon, voyons l'extrait. Je préciserai après. Voilà l'égalité et l'émancipation là. Alors, je vais la descendre du grand principe. 2 bras, 2 jambes et une bite. Génial. Ah, mais ça, c'est la classe. Super, ma petite. Oh là bas. Super. Du champagne. Salut, bonhomme. Super. Tu fais péter, là. Et voilà les Pour le petit. Allez, voilà. Le maquillage. Ça va pas là, on vous entend sur scène. Super, c'est super. Appelle le Barnabé. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Super. Approchez pas. C'est bien. C'est que tu vas vivre avec la petite. Quelqu'un là-bas de l'eau. On se bat sur la terrasse. Je vous aime. J'aime comme jamais. Voilà, alors il était difficile de choisir un extrait, comme je le disais tout à l'heure, des ogres, parce que, vous l'avez dit, c'est un film de groupe. Donc là, il y a des scènes avec Adèle en particulier, mais ça ne reflétait pas forcément l'esprit du film quand on ne l'a pas vu. Et donc là, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, et pour quand même resituer un petit peu le contexte, dans la scène précédente, le personnage d'Adèle, vous l'avez vu, est enceinte du personnage de Marc Barbet, que l'on voit dans le dernier plan. Et donc, voilà, il y a une échographie, et on apprend que c'est un petit garçon, et donc elle revient dans ce théâtre itinérant qui est le sujet, en tout cas le lieu de tout ce film très
porté par une grande vitalité. Et voilà, j'aimais beaucoup ce contraste entre le chuchotement, et voilà, il y avait tout un petit peu dans cette scène. Voilà. Peut-être d'abord une réaction sur cet extrait en particulier, peut-être sur, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, sur ce qui change et Adèle nous en parlera peut-être, quand on arrive dans un groupe, voilà, quelque chose de très différent se passe à l'écran. Non, moi, déjà, je ne sais pas si je réagis avant toi ou si on mélange nos réactions. Non, je trouve ça super d'avoir pris cet extrait. En effet, il est hyper représentatif de l'engagement sur le film. Parce que c'était un engagement de groupe. Et en fait, c'est un des rares films que j'ai fait où il y avait de l'impro qui, pour moi, se justifiait vraiment. Parce que, il faudra que tu rebondis sur ce que je dis, mais parce que souvent, je trouve que l'impro, c'est un peu du cabotinage, alors que dans ce film, il y avait vraiment, comme il fallait ramener cet état d'esprit... sous chapiteau, je sais pas, j'allais dire forain quasiment dedans, voilà. Et c'est vrai qu'un des enjeux principaux, ça avait été ça. Mais quand on parlait du rapport avec la caméra, là dans ce film-là, c'était, je ne saurais pas dire, mais c'était pour le coup, il fallait vraiment accepter d'être à l'arrière-plan, puis faire ça comme ça, et penser que le film était constitué du souffle qui se passait entre les personnages et pas forcément de la façon dont moi, mon personnage était génial, etc. Donc c'était que des questions de réagir aux autres, accepter les improvisations des autres, et puis voilà, se couler là-dedans. Et puis c'est toujours l'idée le problème de l'impro, c'est que ça vient direct avec l'ego, en fait. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite être celui qu'on regarde. Ah, moi, c'est génial ce que je fais. Regarde, c'est vachement intelligent ce que je dis. Et en plus, j'y ai même pas pensé. Enfin, c'est juste de l'impro. Ça, c'est hyper. Je veux dire, c'est contre nous-mêmes qu'on joue. Enfin, en tant qu'acteur de l'intérieur, en tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est hyper compliqué de faire avec. Voilà. Et donc, dans ce groupe, pour moi, ça a été l'enjeu du travail, c'est-à-dire à la fois ne pas se cacher derrière, nourrir la troupe. Par sa présence et par 2-3 remarques bien placées. Mais sinon, c'était surtout essayer de trouver ce rapport entre vraiment la cachette du fond et essayer de prendre tous les spotlights du devant. Donc voilà, c'était ça. Et je ne sais pas si tu veux... Après, nous, c'était un travail qu'on avait fait aussi en amont. Je sais que j'avais de la chance, que je me disais, il faut absolument des répétitions sur ce film-là. Il faut absolument, non pas parce qu'on va aller déflorer ou surtravailler ou affiner des scènes, c'est pas vraiment ça qu'on a besoin de trouver. On a besoin de trouver la troupe, son évidence, sa cohérence. Et là, l'espace parfait que j'avais, c'est que j'avais un spectacle à créer. Donc en fait, on a eu la chance sur le film de pouvoir embarquer tous les comédiens pendant 2-3 semaines, ce qui, en cinéma, finalement, est un luxe. C'est assez étrange parce qu'en fait, on se le permet au théâtre, mais en cinéma, c'est assez rare. 2-3 semaines, les comédiens en amont du film. Et la vie nous a aidés dans le sens... Enfin, il y a eu quelque chose qui était assez drôle, c'est qu'on s'est décidé sur ça à la toute fin. Donc, on n'avait pas du tout les thunes pour loger tout le monde dignement. On était au camping municipal de Port-la-Nouvelle, quand même, voilà. C'était pas donc, le grand tout luxe. le monde était au camping municipal de Port-la-Nouvelle, où il y avait marqué « S'il vous plaît, ne veuillez pas déféquer dans les douches ». Ce qui fait que pour les problèmes cinéma, acteurs, théâtre, tout le monde était au même niveau. Il n'y avait pas de problème. Et que tous les soirs, toute cette bande qui était construite de gens très disparates, qui venaient de la troupe historique de mes parents, d'autres troupes et du cinéma, se retrouvaient jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 3h du matin, et que quelque chose d'un vécu commun s'est mis à apparaître d'une manière quotidienne aussi, de Sven. Parce que ce que tu dis sur l'impro, c'est doublé par le fait que ce qu'on voit à l'écran, c'est des comédiens, et que ce plaisir du cabotinage est un plaisir qui est aussi leur quotidien. Et cette espèce de millefeuille de couches de je joue, mais je joue que je joue, puis en fait je joue, puis en fait je ne comprends plus rien et je ne sais même plus à quel endroit est la réalité qui va vraiment me toucher, me faire rire. Il y avait besoin de cette unité-là et de ce plaisir d'être ensemble pour la trouver. Et donc après, c'était... et puis, je reviens à ça même dans le choix et dans le travail que j'ai eu le plaisir de faire avec Adèle. L'idée, c'est que finalement, malgré cette apparence-là, le scénario était très écrit. On s'était vraiment amusé avec la co-scénariste et que justement, pour retrouver ce souffle-là et surtout... Pardon, je fais des couches moi aussi. Il y a quelque chose qui est fascinant dans le collectif, et ce qu'a pu vivre aussi, je pense, Adèle, dans un autre genre aussi, pour 120 battements par minute, c'est que c'est
inracontable sur une page de scénario. C'est que tout le monde parle, c'est qu'il y a multiples plans, c'est que c'est d'une densité qui n'est pas dans la durée, ce qu'on raconte dans un scénario papier, on écrit la durée, mais qui est dans l'espace, qui est dans la simultanéité. Donc trouver ça, c'était très particulier et j'avais besoin de personnalités très fortes, en dehors de talents forts, mais aussi de personnalités, parce qu'on a tous des rapports différents aux comédiens, mais moi ça joue aussi beaucoup sur ça et sur l'amour que je leur porte. Enfin, voilà, ça m'importe énormément. Et j'avais besoin de personnalités très fortes pour qu'ils foutent un coup de pied dans le scénario et qu'il y ait une lutte sur le plateau entre cette exigence que j'avais de revenir à cette ligne de récit, à ce qui était dit, et leurs excès. Et je trouve que c'est une lutte que j'ai beaucoup vue, moi, dans les collectifs. On le voit même, je trouve qu'on le voit très bien dans 120 battements, comment on a envie de se concentrer sur une chose à défendre, mais qu'il y en a d'autres qui vannent, d'autres qui se déconcentrent, d'autres qui ont d'autres combats à mener. Enfin, voilà. Et c'était... j'avais besoin de cette simultanéité entre ce que je voulais représenter et ce qu'on allait créer sur le plateau. Voilà. Et après, c'est vrai que toi et les autres, vous vous êtes lancés là-dedans corps et âme. Ouais. Non, mais ouais. Voilà, en vous amusant. Après, on a vécu d'autres choses aussi sur le tournage. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que ton film sortait à peine et je ne l'avais pas encore vu, c'était de découvrir le potentiel et le plaisir de comédie que tu avais. C'est-à-dire qu'il y a des scènes plus solitaires où on était 2-3 comédiens et on a pris un pied hallucinant à travailler avec Adèle, avec les autres comédiens et à jouer des scènes de comédie. Je n'avais pas encore vu, peut-être toi tu peux en parler, mais ce potentiel-là dans les films précédents. Quoi. Voilà. Thomas, si tu as une réaction sur ce potentiel de comédie, on peut en parler tout de suite, on verra de toute façon à l'écran de quoi... en tout cas, déjà, sur Les Ogres, moi, ce que je trouve hyper beau, et la façon dont tu l'interprètes aussi, enfin, je trouve c'est le chaos, quoi. Enfin, c'est la mise en scène du chaos, quoi, qui est vraiment hyper intéressante, et la façon, c'est aussi lié vachement à votre dispositif filmique, hein, je trouve. Il y a un truc sur le travail de la caméra, du chef-op, de ce suivi-là, on est constamment dans une espèce d'énergie centrifuge qui est assez démente, quoi. Et voilà, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on arrête de se demander où le film va aller, on est juste pris par l'énergie, on regarde le courant, on se laisse porter par le... Voilà, je trouve que ça, enfin, je sais pas si c'est comme ça que tu as joué le rôle, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, les scènes, on y rentre comme un TGV, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Voilà. Adèle, vous saviez, non, Non, mais sur le film de Léa, enfin, je veux dire, quand il parle de dispositif filmique, je sais pas, enfin voilà, ce qui peut vous intéresser, mais en fait, c'est assez drôle parce que c'est un film dans lequel pour le coup, il y a énormément de hors-champ. Tout à l'heure, je parlais du hors-champ psychologique des personnages, qui pour moi est vraiment une espèce de cul-de-sac. Mais bon, chacun son truc. Mais là, il y a pour le coup un hors-champ du cinéma. C'est-à-dire, le plateau, il n'est pas du tout structuré comme il peut l'être sur certains films. Voilà, le cadre, il est là, le cadre, il est fixe. Donc en fait, directement hors champ, c'est le royaume de la technique, quoi. Alors que sur le film de Léa, la caméra était vraiment, je capte ce qui se passe à l'endroit où c'est le plus intéressant, ce qui double le problème narcissique, je trouve. Parce que du coup, ça fait que quand la caméra n'est pas sur toi, tu te sens être intéressant quand même. Et quand tu es en train de faire un truc et que la caméra vient de voir, tu te dis merde, c'était vachement bien, qu'est-ce que je faisais et tout. Donc, voilà. Donc ça, c'est un problème. Non, mais c'était... En fait, je dis ça parce que je ne sais pas trop dans quelle mesure il y a des gens parmi vous qui sont étudiants comédiens ou quoi. Enfin, c'est des trucs qui... Moi, des enjeux qui me poursuivent dans ma carrière, quoi, ce rapport à l'ego. Donc, voilà. Mais il y a plusieurs choses, parce qu'après... Non, mais je suis désolée, c'est con de dire ça. Mais... Non, mais vas-y, continue. Non, voilà, c'est bon, c'est dit. Voilà. Et oui, et non, et si ça vous intéresse aussi, parce que, en fait, je veux dire, on parlait de l'improvisation, il y a un truc un peu, réifié, genre chez l'improvisation. Donc, je reviens encore une fois à ce truc se sentir obligé de produire énormément de trucs, soit drôles, soit intelligents, soit une sorte d'ultra-présence, en fait, qui est assez pénible. Et en fait, pour dire, il y a des bases, dans le film de Léa, Les Ogres. En effet, ce truc d'avoir passé 2 semaines au camping de Port-la-Nouvelle, ça crée des liens entre les gens qui font que, comment dire, chaque scène ne prend pas toute la part de son improvisation en charge. Une grande part des tuyaux de communication entre les gens se sont construits hors. Et donc, on n'a pas besoin de penser à des choses absolument formidables, parce que c'est juste se dire, voilà, moi, avec telle personne, j'ai telle relation, soit amicale, soit même, en fait, je t'aime pas ou quoi. Mais il faut prendre ça en compte de telle sorte à ce que les improvisations soient un peu moins lourdingues, je veux dire, de signifiants, quoi.
elle se repose sur une structure existante, comme on improvise dans une conversation en fonction des gens avec qui on est, quoi. Oui, puis Ouais. après, c'est vrai que c'était exactement ce que tu racontes, c'est-à-dire d'essayer d'atteindre une danse chaotique, un mouvement comme ça cyclique, mais c'était tout un travail et des comédiens et de l'équipe technique et de moi de le construire et pas de le laisser aller. Il y a de rares moments où on a laissé aller pour voir ce que ça donnait, mais sinon c'était chaque fois une pensée du plateau, une pensée des relations, une pensée, c'est-à-dire de se dire que par exemple il n'y avait pas de lumière, qu'il y avait que la lumière était entièrement préexistante, qu'on pouvait circuler. Il y a eu aussi tout un effet de construction du plan de travail qui était hyper important. C'est-à-dire qu'on arrivait avec des gens qui se connaissaient depuis 30 ans, d'autres qui allaient se découvrir depuis 3 semaines, ce qui n'est pas non plus complètement incohérent sur une troupe de théâtre itinérant, mais voilà, il fallait quand même prendre ça. Et on a trouvé des structurations qui pouvaient le permettre. Et notamment, moi je sais que eux, que les comédiens théâtre étaient terrifiés face à la caméra. Et on a pour cela décidé finalement de commencer très tôt par une scène qui allait leur donner de la force à eux, où ils sentaient, eux, finalement, parce qu'ils étaient donc intimidés, comme si vous aviez un savoir qu'ils ne possédaient pas, ce qui est en partie vrai et aussi énormément faux. Enfin, Et donc, on avait décidé très tôt de mettre une scène de parade dans la ville, genre le 2e jour. Ce qui est l'angoisse pour un comédien de cinéma. Mais ce qui est leur angoisse. C'était vraiment l'angoisse. Du coup, tout le monde a été, je pense que le monde a été mis sans dessus dessous. Voilà, c'est-à-dire et de renverser ce paradigme-là, et de remettre chacun à un niveau, au même niveau, d'être présent sur le plateau, qui allait faire ensemble le plus beau film qu'on espère, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais c'est intéressant. Enfin, dans les ogres particulièrement, il y a la cohabitation de tellement de rapports à la représentation, quoi. Et autant peut-être les comédiens de. Il y a pas mal de comédiens de théâtre de rue aussi, en fait, qui étaient assez intimidés par le fait d'en faire moins, par exemple, ou de ne pas se sentir obligés de hurler tout le temps, parce que c'est leur métier quand même. Mais moi, à l'inverse, ce côté genre ultra sorci, aller voir les gens, leur faire des bisous, leur voler leur chien, des trucs comme ça, moi, ça m'angoisse, en fait. Et voilà. Donc c'est pas mal de se rendre compte de ça, de ses propres limites. Je veux dire, là, c'était par la cohabitation avec des gens qui sont des ogres, faut le dire quand même, et c'est assez intéressant parce que dans mon malaise, je me dis il y a une limite et donc il y a quelque chose toujours là à chercher, voilà, sur lequel travailler, quoi. C'est intéressant en fait parce que finalement ce qu'on sait faire, on s'en fout un peu, c'est pas le sujet, c'est toujours cette espèce de frontière entre vraiment le choses où on se dit ça j'aimerais bien ou j'ose pas ou quoi, bon bref. Et voilà, et la confrontation avec les comédiens de théâtre de rue était pour moi en tout cas une vraie mise en danger, enfin artistique, on dit toujours ça, mais artistique de voir ses propres limites, ses capacités d'improvisation, ses peurs et tout ça, et puis de les accepter et d'essayer de quand même les affronter. Voilà, je sais pas comment dire ça autrement. Vous avez déjà, on parlait d'un film de groupe, etc. Je vois l'affiche devant moi, c'est pour ça, la Polonide aussi, qui était important dans votre... et qui était aussi d'une autre manière, mais un film en tout cas... C'est beaucoup plus formel que... Enfin, beaucoup formel, plus formel, oui. dire. En tout cas, vraiment, film de groupe, je parlais par rapport au placement de l'ego, etc. Voilà. Et on parlait justement vous parliez du scénario, rien n'était... enfin, rien. En tout cas, tout était difficilement descriptible, en tout cas à partir du scénario. Quel est votre rapport, ça veut rien dire, quel est votre rapport au scénario, ce qui est une question stupide, mais je voulais savoir comment vous travaillez justement vos personnages, qui est peut-être une question assez classique quand on pose aux acteurs, mais certains arrivent peut-être avec une idée préconçue, je fais ça avec cette telle technique, et voilà. Mais vous, on a l'impression que vous apportez aussi évidemment un point de vue sur le personnage, sur le film, et qu'il y a comme une co-construction, en tout cas, avec l'ensemble de l'équipe et le réalisateur en particulier. C'est ce qu'on a essayé de dire avec Céline sur cette base-là. Comment je prépare déjà, entre tous les 3 films, c'est vraiment différent. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... en tout cas, j'essaie de me préparer au maximum tout en sachant que ça ne sert à rien. Donc je me dis, bon, voilà, par exemple sur le film de Thomas, c'était simple, parce qu'il fallait être physiquement affûté.
Donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller faire du sport. Donc j'ai fait du sport comme une tarée avant de faire ce film-là. Mais finalement, c'est assez cool parce qu'en interview, je pouvais répondre, ouais, j'ai travaillé tant d'heures, etc. Ça rassurait les gens, en fait. Ils disaient que j'avais un vrai travail. Et voilà. Alors que bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que c'était? Et donc, en fait, non. En fait, je prépare pas mes rôles. Je veux dire, il n'y a pas de... Pour moi, les films, ils interviennent à des moments de ma vie particuliers dans lesquels je me pose un certain type de questions, ou alors l'évolution de la question d'avant, sur, par exemple, le rapport à la colère, le rapport à l'amour. Enfin, et les films, en fait, découlent de cette interrogation-là. Puis aussi d'un rapport esthétique. Par exemple, sur le film de Thomas sur les combattants, il y avait vraiment ce rapport de cartoon pour moi. Genre, c'était trop drôle. J'allais jouer à la guerre, il y avait un truc un peu... Enfin, je sais que ça fait pas rire tout le monde, je sais qu'il faut être un peu plus... Mais je veux dire, il y avait un rapport esthétique. Donc voilà, c'était un truc de cartoon. Et en même temps, je sais plus c'était quoi mon idée à ce moment-là, mais j'en avais d'autres. Voilà. Et après, ce que je veux dire, c'est que sur le truc de la violence, de l'affirmation et tout ça, et pour moi, en revanche, le film des frères Dardenne, qui s'appelle La fille inconnue, qui a l'air d'être totalement l'opposé du film de Thomas, pour moi, c'est la suite de la question, en fait. Je suis en colère, mais je suis en colère pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est écrasé en permanence, qui est, je sais pas comment dire, une espèce de micro-feu humain, je sais pas. Et que c'est ça, en fait, c'est l'amour de ça qui fait que du coup je suis en colère. Donc c'est une sorte d'épluchage. Voilà. Et après je peux en parler des heures, mais c'est peut-être un peu on est là pour ça, peut-être pas des heures, mais oui. Ouais. Non mais voilà, puis les films. Tu annotes aussi. Tu annotes, le scénario, tu ratures, tu écris. C'est vrai. Sur les rectos, les versos. J'ai fait ça. Bah, tu le fais. Ah bon? Ouais. Mais c'est pas forcément des choses qui sont gardées ou pas, mais on voit que tu la travailles, cette matière-là même de la page, quoi, du scénario, de ce qui est écrit. Ouais. Bah ouais. C'est quoi? C'est sur le personnage, sur le. Non, mais les films, en fait, ils sont, comment dire, le personnage, ça veut rien dire. C'est un regard, c'est une facette, c'est un rapport au monde. C'est-à-dire, c'est comme si en littérature, on disait il y avait que Madame Bovary. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de suite dans la peinture. Genre, la vraie peinture, c'est quand on voyait vraiment les visages, quoi. C'est un peu pareil dans le cinéma ou dans le théâtre ou quoi. C'est à un moment, on peut pas se bloquer avec cette unité-là. Bon, je saurais pas trop dire comment ça se passe, mais par exemple, je reprends l'exemple de La fille inconnue, même s'ils sont pas là les Dardennes, mais parce que pour moi, c'est un film que j'aime beaucoup déjà, et puis dans lequel ce qui m'intéressait, c'était de faire une espèce de personnage qui était même pas une personne. C'est-à-dire vraiment, finalement, on aurait pu faire l'histoire de La fille inconnue. C'est bon, genre, le docteur se rend compte que une femme a disparu devant sa porte et que cette femme est morte, et donc cette femme n'a pas de nom. Voilà. Et donc il va se lancer dans cette quête-là. Et je me disais, bon, on aurait pu en faire un héros. Genre, oui, heureusement, il y a encore des bons docteurs chez nous, quoi. Il serait directement allé sur TF1. Genre, c'est bien, parce qu'il y a des héros, quoi. Et alors que le propos du film, pour moi, c'était l'inverse. C'était de dire, en fait, il n'y a pas de héros. Il n'y a qu'une espèce de micro-truc. Ça, c'est un truc de foi que j'ai personnellement, et puis, bon, qui est la mienne aujourd'hui. C'est le fait de se dire, en fait, il y a un minimum humain qui est toujours susceptible d'être éveillé. Et c'est de ce réveil-là que je cherche à parler. Donc forcément, quand j'aborde le personnage, je n'aborde pas du tout de la même façon que quand j'aborde le film de Thomas ou de Léa ou même de Céline, le nouveau. Mais voilà, c'est pas le même engagement physique non plus. Après, vraiment, sans rentrer dans des détails gênants, non, mais je me souviens très bien il y a un truc qui était, moi, qui m'a rappelé le travail qu'on fait nous en tant qu'auteur. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai discuté avec pas mal de scénaristes qui me disent que souvent il faut remâcher la phrase de son film. Derrière chaque film, il y a une idée, quoi, donc on la remâche tout le temps de l'écriture, et puis elle change, elle se remalaxe. Et Adèle, sur un tournage, moi je t'ai vu faire ça, quoi. Je t'ai vu remâcher cette idée-là, et ça devenait quelque chose de différent chaque jour. Donc il y avait un travail, quoi, là-dessus. Et même cet attachement à la théorie, on en parlait souvent, tu me disais c'est important de théoriser, il faut théoriser, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut sortir juste de l'enjeu de la scène et se dire c'est pas juste, voilà, donc j'attrape un concombre dans le frigo, et je le pèle, c'est pas ça. Il faut sortir et essayer de comprendre le trajet et la grande phrase après laquelle on court, quoi. Voilà, je t'ai vu le faire tous les jours et affiner cette phrase-là jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de très concret, de très simple et de très évident. Ouais, parce que sinon, si on prend à chaque scène comme une sorte de
en soi, liberté totale, sans aucun ton, on dit plus rien en fait. On peut, et puis l'adéquation au moment, elle est plus forte que n'importe quel calcul. Enfin, je sais pas comment dire, même si on calcule bien une scène, en fait, ce sera jamais aussi fort que d'avoir compris le substrat. Mais en fait, on le comprend même pas. C'est juste le truc qui est indicible dans un film et qu'on suit et qu'on essaie de tenir. Voilà. Même dans une scène où on n'est plus des concombres. Mais par exemple, je ne sais pas si tu te souviens de la question enfin, il y avait une dimension un peu millénariste et limite complotiste derrière le personnage de Madeleine sur mon film. Et à un moment, on s'est quand même retrouvé à regarder des documentaires sur le mystère des pyramides. Le mystère des pyramides. Excellent. Et de comprendre. Et on se pose encore la question, pourquoi tous ces monuments sont-ils alignés, quoi. Ouais, c'est vrai. Sur une ligne de 30 degrés par rapport à l'équateur. Voilà. Donc ça soulève des questions. C'est vrai qu'on a regardé ça. C'est une horloge astrale. Et voilà, exactement. C'est vrai, non, c'est une Je piste sais, j'ai vu le d'atterrissage. documentaire aussi. C'est là que la table ronde tourne. On l'a vu ensemble. C'est vachement aligné avec les trucs mayas, quoi. Bah Et ouais. ça, pourquoi Voilà. Et un Pourquoi, je dirais même, pour qui? Oui. Pour qui? Et pour quand? Voilà. Surtout pour quand. Voilà. Et ça me fait penser, dans les descriptions que vous donnez, c'est vrai que d'autres réalisateurs comme Catel Kilivere, qui, au moment de Suzanne, disaient de vous que chez vous, le cérébral et le physique n'est pas séparé, mais tout le temps en harmonie. Enfin, c'est peut-être ce qui fait aussi la marque, si on doit trouver en tout cas une famille d'actrices et d'acteurs à laquelle vous appartenez. Vous n'êtes pas directement dans l'identification au personnage où on lâche tout dans un lâcher-prise, ni dans une distance totale, mais il y a toujours cette conjugaison, ce paradoxe entre le cérébral et le physique. Là, je m'embarque dans des... Mais voilà, Non, mais c'est c'est peut-être intéressant, c'est en ça. fait, comment les deux trucs, comment la théorie et la matérialité des films s'articulent, parce que finalement, à un moment, le passage, il est quand même de l'ordre de, comme les trucs en physique, je veux dire, le précipité, ou quoi, on comprend pas très bien. Je veux dire, moi, dans ma vie de vraie personne, non, mais j'ai un espèce de chemin théorique ou même poétique ou artistique, j'aime bien, je sais pas, lire, faire des théories et des grands plans sur la comète, mais à un moment, dans le fait de faire un film, il y a un saut. Et on se demande comment de cette planète théorique on arrive à un truc qui est matériel. C'est pas, je veux dire, on peut pas faire simplement une translation, genre j'ai mis en application des principes que j'avais pensés. C'est plus mystérieux que ça. Enfin, je sais pas. Bon, moi, c'est pas sa réponse que je veux dire, mais sinon c'est un peu lourdingue, je crois. C'est un peu, voilà. D'essayer, d'avoir qu'une ossature théorique et ouais, c'est un peu stérile en fait, parce que le cinéma, l'art et ça, c'est pas juste quelque chose qu'on peut comprendre, quoi. On parlait tout à l'heure de colère, de mini-feu que vous poursuiviez ou que vous recherchez. On va voir un extrait des combattants, justement. Peut-être qu'un personnage, en tout cas, qui combat quelque chose. Donc l'extrait numéro 4. Je comprends pas, tu t'engages ou c'est un stage que tu fais? En fait, si je veux le régiment que je veux, je dois faire une prépa militaire pour avoir mon dossier. Maintenant, faut faire une prépa pour rentrer dans l'armée. En fait, moi, je croyais que tu te pointais et hop, c'est parti. Bon, ça dépend du régiment que tu veux, en fait. Moi, celui que je veux, c'est un des plus durs, donc ils prennent pas n'importe qui. Mais dur, genre quoi? Bah dur, genre t'en chies. Genre pour dormir, tu creuses un trou. D'ailleurs, de toute façon, tu dors pas. T'as du combat, t'as un parcours nautique avec 25 km sur le dos. T'as déjà nagé avec des rangers? Non. En fait, pour rentrer, t'as un test. Tu dois manger une sardine crue. Tu commences par la tête, tu manges les yeux, les viscères, les écailles. C'est ça que tu veux faire? C'est eux qui ont les meilleures techniques de survie. Après, je serai vraiment préparée. Et préparé à quoi? Bah, à survivre. Bon, la scène continue, mais vous pouvez pour se revoir ou voir le film juste après, à 20h. Donc je ne voulais pas qu'on aille trop loin, parce que la scène devient encore plus drôle, etc. Mais là, il y a quelque chose sur la survie. Et après, la réplique, c'est « mais survivre à quoi ?» Voilà, mais donc,
Comment ? Oui, on ne sait pas à quoi. Mais... On ne sait pas à quoi. Ouais. Non, mais c'est cette colère qui est transportée dans tout ce film. Et peut-être, on a déjà parlé des combattants, mais moi j'ai eu l'impression que c'était la première fois que Adèle, en tout cas, entrait de manière si flagrante dans le registre de la comédie. En tout cas, alors peut-être il y avait déjà évidemment des points de méla de manière aussi presque burlesque parfois, enfin, sur ce côté on prépare le corps, etc., etc. Est-ce que, alors comment vous avez préparé ça ensemble en dehors de faire des pompes et de. Enfin, je sais pas, il n'y avait pas d'en dehors. C'est juste en faisant des pompes. Voilà. C'est le registre le plus difficile. Non, en tout cas, on voulait que ce soit franchement quelque chose, quoi. Donc il y a des moments qu'on veut franchement drôle. Après, je sais pas. Voilà, nous, ça nous faisait rire. Et après, des moments qui le sont franchement pas. Et ça fait sans arrêt des va-et-vient. C'est pas une comédie très pure. C'est pas un film très pur d'une manière générale. Mais on aimait, je sais pas. Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était que le film voyage entre plein de choses différentes et qu'il soit à la fois une sorte d'enquête, de polar sur qui est cette fille et qu'est-ce qu'elle cherche, et en même temps une sorte de trajet du réel vers la fiction, c'est-à-dire comment, en fantasmant quelqu'un qui lui-même a une vision, finit par épouser cette vision, devenir cette vision, et pratiquement à auto-réaliser cette vision-là. Enfin, là, ça ne vous dit rien du tout si vous n'avez pas vu le film, ça ne veut absolument rien dire ce que je dis. Ou plus exactement, ça s'applique à tous les films. Voilà. Donc voilà. Après, sur le jeu lui-même... en fait, il n'y avait pas du tout de dimension comique pour moi. C'était juste hyper sérieux, en fait. Après, c'est vrai. Le décalage, oui, mais oui. Je me suis pas dit, oh, je vais faire une comédie, je vais faire des bonnes blagues et ça va être ma punchline, va être la fin de la phrase. Enfin, qu'est-ce que je raconte ? La fin de la scène. Mais du coup, c'est paradoxal, même dans le rapport à la comédie, de ce que ça veut dire et tout ça. Enfin, oui, disons que c'était pas, en tout cas, c'est pas une comédie au sens classique où tout repose sur les dialogues et les punchlines, etc. Il y a beaucoup un truc de situation et de contraste, quoi. Par exemple, sur cette scène-là, cette scène qu'on vient de voir, à un moment, on se pose la question de comment, qu'est-ce qu'on fait du personnage d'Adèle, c'est-à-dire qu'il pleut, dehors, il pleut en dehors du hangar, donc il se réfugie. Comment ? Il y en a un qui va s'asseoir, l'autre il la regarde. Je dis bon, il faut qu'elle soit au-dessus de lui, il faut qu'elle le toise. Puis après, on commence à en rajouter, on en fait des caisses, quoi. j'ai mis un max d'huile. Voilà, on met de l'huile sur Adèle. On peut mettre plus d'huile et ça commence à ressembler à une sorte de calendrier de routier. Et je me disais, là, on va quand même pas trop loin. Adèle, elle était à fond aussi. Et on trouvait ça marrant, en fait, de pouvoir déplacer le truc en disant, à ce moment-là, elle doit être monstrueusement sexy et en même temps complètement virile, avec une espèce de couteau qu'elle plante dans le truc en lui disant. Et donc, on l'a travaillé sur l'excès, quoi, sur cette. C'était pas très fin, ouais, c'est vrai. Ça fonctionne. Ça fonctionne en tout cas. Bah oui, puisqu'on prend les choses au sérieux. Enfin, oui, voilà. En tout cas, il y a un truc qui est très premier degré. Voilà, c'est ça. C'est sans doute ça qu'on essaie de dire, c'est que c'est pas du comique ironique. C'est qu'il y a un truc qui est très premier degré dans la façon de débouler dans les scènes. Même pour moi, enfin, c'était un peu ça l'histoire. C'est qu'il y a un type qui construit des cabanes en bois et puis voilà, il y a une météorite qui s'écrase dans le champ d'à côté. C'est cette fille et à partir de là, c'est une sorte de jeu de catastrophe, quoi. Dès qu'on la suit, il se passe un truc pas possible, quoi. Il essaie de l'aider, il se prend un déluge. Ils font un petit barbecue de renard en forêt, il y a un incendie. Voilà, c'est comme ça que le film avance. Ouais. Moi, je sais pas quoi dire en fait là, du coup, mais il y a une question. Non, il n'y a plus. Et puis si, elle faisait effectivement beaucoup trop de sport, hein, ça je confirme. C'est vrai, il m'a dit d'arrêter à un moment. C'est vrai que j'étais trop. Parce qu'on avait fait je sais pas si c'est moi parce que c'était anamorphosé là où j'étais, mais c'est vrai que je suis assez carré quand même. Dans le film, c'est pas mal, oui. Ouais, on avait fait des essais costumes et à la fin de la prépa, on avait peur qu'il faille en refaire. Ouais. Mais oui, tu faisais beaucoup de vélo, beaucoup de boxe. Ouais, de natation aussi. Et de natation. Un truc autour de la natation, voilà. Et d'ailleurs, tu as eu droit à ce moment-là à peut-être le plus beau compliment de la part d'un coach sportif qu'on peut avoir. Ah oui. Parce que on devait lui apprendre une nage très spécifique qui est nagée uniquement par les commandos marines aux États-Unis. Donc il y a une espèce de mélange de 8 nages qui est hyper différent. Enfin, il faut avoir une sorte de corps de poisson. Et donc on montre à Adèle, c'est hyper compliqué. Puis au bout de 2 longueurs, elle sait nager ça tout à fait normalement. Et le coach sort et nous fait « Vous avez une actrice qui est hyper aquatique. » J'étais pas peu fier. On a voulu mettre ça sur l'affiche, mais avec l'aquatique Adèle Haenel. Ça sera un beau mot de la fin, mais on va quand même passer oui, après la naissance des pieuvres. Le temps passe vite, vous voyez. Hein, on a déjà parlé pas mal de temps, mais c'est pas encore fini parce qu'on va pouvoir passer la parole au public. En tout cas, si vous avez des questions ou des réactions. Ouh là là, il y a déjà deux questions là-bas. Je vais vous prendre l'un de vos micros, peut-être, et on va vous prendre un micro et voilà. Merci. Donc il y a 2 questions là-bas. Bonsoir. Salut Adèle. Salut. Ça fait long. J'avais une question parce que c'est un truc que j'ai jamais. On a eu l'occasion de se voir
sur 120 battements par minute, mais il y a une question que j'ai jamais réussi à te poser. C'est jusqu'à où, dans ton jeu, à quel moment le lâcher prise, tu le laisses pour reprendre contrôle. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est dans les émotions. Par exemple, dans La fille inconnue, quand tu joues le docteur Jenny d'avant, merci. Pardon. C'était, on sent une certaine forme de souffrance et en même temps de détermination à trouver la chose, qui est cette fille inconnue. Et en fait, dans le jeu, enfin dans ce que tu proposes et ce que tu donnes, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme de lâcher prise. Mais parce qu'entre le jeu et le fait enfin, je me perds un peu là. Mais... Non, mais je crois que j'ai saisi l'idée. Ouais. Mais c'est un peu... J'en sais rien, en fait. Bon, on cherche des... Je ne saurais pas répondre, en vrai. En fait, peut-être qu'il y a d'autres gens qui peuvent m'aider, mais... Ouais. Je suis désolée. Bon, il y a des films déjà qui sont plus dans la transcendance et d'autres qui sont plus dans l'immanence. Alors, je ne vais pas dire ça autrement. Il y a des films qui sont la puissance des émotions et la recherche de ce truc un peu enivrant. Bon, et là, tu peux passer dans des stades d'émotions intenses. Je dirais que ça, c'était toute une partie c'est une certaine forme de quête dans laquelle s'inscrit, je dirais plutôt Les Diables, le film de Despalières, Orpheline, La fille inconnue. J'aurais pas mis là-dedans, à vrai dire. Bon, bref, c'est un certain type de film qui fait ça, dans lequel là, pour le coup, ton rapport avec le réalisateur, il est presque. Enfin, le réalisateur, c'est une sorte de passeur qui t'amène à t'autoriser certaines choses, un certain état d'être dans lequel justement c'est un peu paniquant, parce que peut-être c'est un peu con ce que je dis, mais tu perds un peu les pédales, et donc la personne t'autorise à y aller et te permet de revenir. Une sorte de truc un peu chamanique comme ça. Après, il y a j'ai l'impression que ce que je disais par rapport à la préparation, c'est-à-dire en fait c'est bien de se préparer à fond et d'avoir une idée du film. Donc ça, si tu veux, c'est dans le contrôle. Hein. Je sais, je m'enlise dans cette question qui est vraiment... Mais t'as une... Thomas Parr, c'est ça, il en a marre. Ça, t'as un truc de contrôle parce que voilà, tu t'es fait une idée du film et puis tu vois le ton du film, etc. Et en fait, un des films qui est pour moi le plus représentatif de ça, c'est le film de Salvadori là, qui va sortir. Qui est vraiment... voilà, il y a une technique là que j'avais pas avant et ça, quoi, que j'ai acquise. Bon. Acquis. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. C'était la blague de Céline, il faut quand même que je la dise. Voilà. C'est embrouillé parce que je ne saurais pas te répondre en fait. Ça dépend vraiment des films et il y a une déresponsabilisation dans le fait de se dire moi de toute façon je suis juste en connexion avec les dieux et tout ça, j'y connais rien et machin. Bon. Et les pyramides. Bon, mais en fait quoi, je sais pas. Non, ça venait de là-bas. Là, oui, mais on s'arrangera voilà, après. J'ai un exemple pour illustrer ce que tu dis. Je me souviens de moi d'un moment, en tout cas, je le citerai pas, voilà, mais où tu m'as dit, je comprends rien à la scène, allons-y. Et ça, je pense, ça voulait dire, enfin pour moi, c'est bingo. Allons-y, on ne sait pas ce qu'on va sortir, mais t'en as pas la moindre idée non plus. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être donné, quoi. Voilà. Et je sais pas, en l'occurrence, sur le coup, je me suis dit, elle se fout de moi, elle comprend très bien la scène, elle est extrêmement simple cette scène, mais ça voulait dire en fait, je vais pas la chercher avec la raison. Je vais pas aller la chercher avec le cerveau. Je vais aller chercher ailleurs. Je vais trouver un truc. On verra bien ce qu'on trouve. Donc cherchons et on finira bien par tomber sur quelque chose. Les mots, souvent, la théorisation qu'on fait là, c'est super sympa, mais sur un plateau, c'est juste une façon de reculer le moment de sauter, quoi. Enfin, il faut juste y aller. On va pas tergiverser 25 ans sur des concepts et des idées que après on a plaisir à développer, mais qui sur le moment sont des façons de ne pas se lancer dans la scène, en fait. Il y avait une autre question. Oui, juste à côté, c'est marrant. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour dire bonjour. Là.
Alors la question à moi s'adresse plutôt, alors à la base c'était à Céline Sciamma, et après je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de la poser aussi à Thomas Caillet. Bon, Léa, j'ai adoré les ogres, hein, mais c'est juste que je comprends mieux, enfin il y a quelque chose de plus... Enfin, j'ai fait du théâtre de rue et tout, donc j'étais... Enfin bref. Vous pouvez répondre à la question aussi, mais j'ai peur que ça prenne trop de temps en fait. C'est juste ça. Du coup, la question c'était, Céline, vous avez fait un film super personnel, je trouve. Qu'est-ce qui a fait... Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que vous aviez en tête pour réaliser ce premier film? Et si oui, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi celui-là? Comment vous avez trié en fait ce que vous alliez mettre à l'écran et ce que vous n'alliez pas mettre à l'écran? Et même question du coup pour Thomas, parce que c'est un sujet qui est... Mais c'est pas drôle, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Parce que comment vous avez choisi le sujet du film en fait, tout simplement. Voilà, excusez-moi, merci beaucoup. Et Léa, je vous en prie, ça m'intéresse énormément. Ah, c'est un peu vaste, surtout que finalement, enfin, c'est un peu l'exercice de style du jour, mais la génétique des œuvres, surtout 10 ans après, à la fois du coup je peux vous répondre hyper autoritairement et en même temps c'est un peu du flanc. Moi j'avais surtout le sentiment à l'époque que j'avais pas le choix de raconter autre chose. Et qu'il y avait aussi... que j'étais aussi en train de faire un artisanat en fait, que j'étais en train de faire, j'étais à l'école, j'avais pas d'ambition, j'avais plein d'ambitions, mais j'avais pas d'ambition pour ce que j'étais en train d'écrire autre que déjà réussir à le faire, à l'écrire et justement de pas être dans une pure expression personnelle, mais arriver à penser une forme, à ce qu'elle soit généreuse, à ce qu'elle soit rythmée. Est-ce que c'est plutôt ces questions-là en fait qu'on se pose. Et puis là-dedans, il y a des trouvailles, il y a des idées qui vont être assez intimes, et puis il y en a aussi qui vont être opportunistes, ou des opportunités quoi. Et que c'est la somme de tout ça et de toutes les décisions dans le temps, parce qu'en plus un film ça se fabrique pendant des années au final, enfin en tout cas à partir entre l'écriture et en l'occurrence sur ce film entre l'écriture et la fin du mixage, parce que ça va jusque là, le fait qu'on cherche, qu'on réinvente des trucs et tout, ça se trouve au fur et à mesure. Là aussi c'est un peu pareil, il n'y a pas de transcendance ou de romantisme absolu de quel sujet et de comment c'est du travail en fait, c'est du travail et en fait quand j'ai revu le film hier, je me disais c'est un film qui est obsédé par le rythme et par la circulation d'objets, et je pense que finalement on peut dire, je sais pas, quand je serai morte, sur ma tombe il y aura sans doute cette citation sur la photogénie mais je pense, là on peut dire oui ok, je sais pas, la meuf est cinéaste queer ou je sais pas quoi. Moi je pense que je fais des films où il y a des objets qui circulent entre les gens. En réalité je crois que c'est le point commun dans tout, jusqu'à Ma vie de courgette ou sur un cerf-volant ou un médaillon dans Naissance des pieuvres, et finalement c'est des motifs comme ça qu'on travaille et qui sont des points d'appui des films, qui sont hyper essentiels et dont on parle jamais parce qu'en fait on parle comme si c'était des grandes choses. Elle est dure votre question, je vais répondre comme ça, comme un peu partiellement, parce que c'est voilà. À toi Thomas. Merci Céline. Où c'est parti? Je sais que j'avais quelques images qui étaient imprimées, qui sont un peu des images matrices, quoi, après lesquelles on court. Donc il y avait 2 personnes qui se maquillaient, ça c'était là depuis longtemps. Je ne savais pas d'ailleurs si c'était 2 hommes ou un homme et une femme. Il y avait un plan large avec une barque et quelqu'un qui saute. Il y avait des gens qui regardaient des poussins décongelés dans un micro-ondes. Et au-delà de ça, l'état dans lequel j'étais moi au début de cette écriture, donc je ne savais pas du tout que ça allait être ni une histoire d'amour, ni un peu une comédie, ni un film sur l'armée ou avec ça en toile de fond. Mais je sentais qu'il y avait que j'étais moi-même, enfin en tout cas, en train de choisir ma vie.
et que j'avais d'un côté je sentais cette espèce d'injonction au bonheur, quoi. Cette société qui me dit voilà, faut devenir soi, ce qui était d'ailleurs le slogan de l'armée. C'est pour ça que le film finalement a ça comme toile de fond. Devenez vous-même, c'était le slogan de l'armée à ce moment-là. Et de l'autre côté, cette espèce de discours qui était aussi comme une lame de fond depuis je sais pas à peu près que je suis né, je pense, où on sent qu'on est un peu sur la fin de tout, de la croissance, de la couche d'ozone, de la planète, d'un tas de choses, et du coup il y avait un peu ce truc-là, cette réunion des deux, soit heureux mais vite, et je crois que c'est ça qui a donné le début du projet, vite fait comme ça. Merci beaucoup. Et on peut entendre la réponse de Léa, du coup, c'est possible? Hyper court. Alors, c'est assez flagrant. Le film est en partie lié à l'histoire dans laquelle j'ai grandi. J'ai eu un petit garçon, je suis devenue à mon tour une ogresse. J'ai eu envie de faire un film sur les ogres de mon enfance. Voilà. Merci beaucoup à tous. Il y a encore le temps pour une question ou deux. Non. Il y a une question sur la base, il y a une question sinon au premier rang. Non, il n'y a plus de questions dans le 10e rang. Oui, comme ça accélère. Merci beaucoup. Bon, on va garder le micro. Ouais. Déjà, merci beaucoup parce que c'est super intéressant. Vraiment, ça me fait penser, ça fait du bien. Je voulais vous demander, en fait, plutôt à toi, Adèle, ça résonne hyper fort en moi, en tant que jeune comédienne, le fait d'arrêter de tergiverser et juste de sauter. Et en fait, je voudrais juste te demander, parce que certes, il y a une sorte de discipline qui rentre directement dans notre vie dès qu'on a un rôle, mais quand il n'y a pas de discipline, quand il n'y a pas de cadre, et quand en fait la préparation, elle n'attend qu'une opportunité, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Tu veux dire quand tu n'as pas de rôle encore, mais que tu veux en avoir, c'est juste que je comprenne. Carrément, ouais. C'est ça? Ouais. Non, c'est un moment hyper dur, déjà. Parce que, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, parce que c'est un truc qui est un peu en hors champ, mais de toute l'époque des castings et des trucs où on ne te rappelle pas, et où il faut que tu mettes un décolleté, je sais pas quoi. Et toute cette période-là, elle est assez compliquée à vivre. Moi, à ce moment-là, je sais pas, je donne mon expérience, je sais pas trop ce qu'il en est pour d'autres gens ou quoi, mais déjà, j'ai pendant pas mal de temps, un an, 2 ans, je sais plus. Toi, tu sais, 1 an, 2 ans. Ouais. Il y avait un truc chez moi où j'osais pas trop y aller. J'étais en cours, je faisais une prépa d'économie, puis après j'ai fait la fac, et je me disais oui, je peux faire ça, peut-être, tu vois, je faisais comme s'il fallait pas rentrer dans une sorte d'église, quoi. Alors que voilà, je te dis tout ce que j'ai pas réussi à faire et je te dis ce que j'ai réussi à faire aussi. Donc en fait, un moment qui a été clé, c'était le moment où je me suis dit maintenant, en fait, je vais pas faire comme si je voulais autre chose. C'est-à-dire, en fait, t'as tellement peur de rater, de ne pas être pris, parce que c'est violent, parce que c'est un truc qui est ta passion et qui est ton cœur à nu, quoi, vraiment, que t'oses pas vraiment dire à un moment, il faut y aller sans se jeter dans le vide. Il y a Indiana Jones, il y a un moment où il se passe ça, genre il fait le premier pas dans le vide là, tu vois. C'est ça en fait. C'est ça. Il y a un pas comme ça à faire. Vous pouvez peut-être même plus, et peut-être parfois on tombe aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là. Après, ce que j'ai appris pendant les castings, s'il y a des comédiens parmi vous, c'est peut-être intéressant. C'est comment essayer de comprendre, même dans des castings sur des films où tu t'en fous, c'est pas intéressant, c'est pourri. Essayer de comprendre la demande qui est faite. Essayer de comprendre le positionnement que la personne va avoir. Parfois, c'est très simple. Quand tu es une fille, c'est juste il faut que tu sois une infirmière jolie, etc. Et essayer de voir en quelque temps, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça, tu peux préparer ton casting en disant, bon, voilà, j'apprends par cœur mon texte, je suis hyper calée, et ça. Et après, quand tu vois le directeur de casting, essaie de voir pendant les 20 minutes que tu as à répondre aux questions non formulées. Alors ça, je ne saurais pas dire autrement. Encore une fois, tout ça, tout en sachant que n'importe quelle préparation sera jamais meilleure que l'adéquation au moment, quoi. Donc bon, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a un truc vraiment intéressant à apprendre au moment des castings. Et moi, pendant cette période qui a duré quand même assez longtemps, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai passé quand même pas mal de castings. Et j'aimais bien parce que c'était une façon de...
je sais pas, de se former comme si tu veux à la dissertation rapide ou finalement de faire des propositions qui étaient un tout petit peu sans être trop lourdes, parce que c'est aussi un risque, tu vois, quand tu es en casting, de faire des trucs vraiment genre lourdingues pour te distinguer. Je sais pas si ma réponse t'aide, je sais vraiment, mais en tout cas mon expérience c'est ça, il y a toujours des choses à apprendre sur les castings, même avec, surtout au début, même avec des lourdeaux, même avec des idées, des trucs qui sont pas intéressants, des films qui sont pas intéressants. Parce que tu peux toujours t'amuser à essayer de répondre à ce truc débile, quoi, et d'y répondre de façon plus intelligente, voilà. Mais bon, faut jamais avoir l'air trop intelligent non plus. Faut toujours être un peu, voilà. J'espère que je t'ai aidé en tout cas. Merci beaucoup. Alors, une dernière question ici. Oui, bonsoir. Du coup, c'était super intéressant qu'on parle de votre travail. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail, comment vous abordez les rôles, et encore bravo. Et je trouve qu'il y a un truc qui me fascine. Le truc qui me fascine le plus, c'est quand je vois les films dans lesquels vous jouez, on dirait que vous arrivez à contenir l'énergie du rôle, voire l'énergie du film, du début à la fin du film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On parlait tout à l'heure d'éplucher des concombres ou quoi, mais pour moi, il n'y a pas une seule seconde, quand vous parlez ou quand vous ne parlez pas, ou quand vous regardez, où en fait, on ne voit pas l'énergie du rôle, ou voire l'énergie de l'histoire entière. Et du coup, on en a un peu parlé de la façon dont vous abordez les rôles, mais du coup, je me demandais comment vous arrivez à tenir cette flamme, en fait, cette petite flamme, tout au long d'un tournage qui est du coup entrecoupé. C'est pas comme au théâtre, justement, où la pièce, quand vous jouez au théâtre, ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, et tout est lié. Et est-ce que du coup, peut-être le rapport au théâtre vous aide, ou est-ce que c'est pas du tout pareil, comment vous abordez les rôles au théâtre ou au cinéma? Je sais pas. Sur les tournages, je vais peut-être répondre à un truc qui est un peu à côté, mais enfin j'essaie. Déjà, c'est vrai qu'au fur et à mesure des films que j'ai faits, j'ai quand même mis en place un peu un rituel. J'aime bien, genre, les trucs, comment dire, je sais pas, c'est un peu con, quoi, mais se coucher tôt, ne pas être trop fatigué, tout ça, c'est un peu janséniste, quoi. Bon, j'aime bien faire la fête aussi, hein, je vais pas vous mentir, je suis pas non plus toujours en train de... Mais j'aime bien ça, ce truc-là, genre, voilà, 15 jours avant, c'est maintenant, ça commence. Donc il y a un truc de vie qui permet ça. Après enfin voilà, je vous remercie vraiment beaucoup d'être resté là, parce que bon, je sais pas trop dans quelle mesure c'est. Mais moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Enfin, c'est ma passion, quoi. C'est vraiment mon truc. Donc j'essaye de tenir sur tout le temps. Parce que je crois, enfin je sais pas, c'est pas que je crois, mais j'ai la chance de pouvoir exprimer un truc profond, enfin d'artiste, ou je sais pas comment on peut dire, enfin quand chacun, mais en fait je trouve ça très important ce qui se passe sur un plateau. Donc je vais pas me retrouver concrètement, je réponds des réponses un peu cons, mais tu vois, genre avoir mal à la tête parce que j'ai pas dormi, ou avoir mon téléphone et en même temps aller sur Snapchat ou quoi, je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, je suis pas sûre, enfin, j'utilise pas ça, mais je veux dire, dans tous les cas, je trouve que c'est vraiment de la vulgarité. C'est un moment sacré, c'est l'église, on est là pour faire un film, c'est sérieux, et c'est aussi ridicule. Oui, mais c'est les deux, et comme la vie de manière générale est ridicule, donc si on peut la rendre un peu sérieuse à un moment, vraiment prendre à cœur. Enfin, on est souvent invité à pas prendre les choses trop au sérieux, mais sur les plateaux, c'est l'inverse. Voilà. Ça, j'essaie de le faire. Et après, dans le rapport au théâtre, ça m'a vachement aidé. Mais moi, je parle encore du rapport à l'ego, mais parce que le théâtre, moi, j'ai eu la chance d'en faire avec Arthur Noziciel sur La Mouette. Et je me suis rendu compte que je savais il y a tellement de choses que je savais pas faire, à commencer par parler, quoi. Et donc, ça a été un champ déjà de remise en question de l'ego. Parce que tu n'as pas tout un filtre de montage qui fait que tu as l'air bien dans tout le film, même si certains jours tu étais moins bien parce que tu étais quand même fatigué, etc. Et du coup, tu vois directement, quoi. Tu sais directement dans la représentation. Et donc, ça fait évoluer techniquement et ça fait évoluer égotiquement aussi. Voilà. Et puis, voilà à peu près ce que je dirais. Merci. Merci.